Je vous remercie. Je remercie surtout l'Institut et l'Académie de l'occasion qui m'est donnée de parler de la prévision des éruptions volcaniques. Et je vais m'efforcer de balancer entre le risque volcanique et ce qu'on peut prévoir des éruptions en vous montrant les points qui sont délicats. Et le premier constat que je vais faire, c'est qu'en fait, 550 volcans de par le monde sont considérés comme dangereux. Donc c'est un nombre important, et 12% de la population mondiale, soit 850 millions de personnes, vivent dessus ou à proximité immédiate de ces volcans actifs. D'où la nécessité, en fait, de faire des études pour comprendre ces volcans, de comprendre leur dynamisme et de prévoir ces éruptions volcaniques. Je vais dérouler mon exposé suivant 5 points essentiels. Le risque volcanique avec leur coût et puis de vous décrire une future éruption qui, suivant son dynamisme, pourra être catastrophique ou non. Ensuite, le dynamisme et la genèse des signaux pré-éruptifs avec des dynamismes qui peuvent être variables, y compris sur un même volcan, puis une chronologie globale, disons, des signaux pré-éruptifs. Ensuite, je passerai à ce que peut apporter les satellites dans la couverture mondiale de ces observations, puis un suivi temporel des grands phénomènes. Mais je montrerai aussi que ça ne suffit pas d'avoir des satellites et qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, puisqu'il faut des observations au sol multiparamétriques pour aller bien au-delà de ce qu'on peut faire actuellement avec les satellites qui sont en place. Et enfin, je finirai par les impératifs qu'il faudrait respecter pour avoir une prévision opérationnelle. Et l'exemple que j'ai pris, c'est pour vous montrer un peu le coût d'une éruption volcanique, c'est l'éruption du Nevado del Ruiz, qui est ancienne, mais qui représente bien ce qui s'est passé. Puis, il s'est passé en novembre 85, et des semaines avant, la calotte glaciaire a fondu sous l'influence de la chaleur d'un magma qui se rapprochait de la surface. Et quelques semaines plus tard, finalement, cette glace qui avait fondu s'est mélangée au sang qui était dans les vallées et a dévalé vers la ville d'Amero, qui était quand même pourtant située à 40 km et qui a disparu sous les coulées de lave. Il y a eu 25 000 morts et 5 000 blessés recensés. En fait, certainement, ces chiffres sont en deçà de la vérité, mais le coût a été énorme puisqu'il a représenté plus de 7,7 milliards de dollars, soit 20% du PIB de la Colombie. Donc la Colombie a eu du mal à se remettre de cette catastrophe. Et ce genre de scénario, finalement, est assez courant, ces coulées de boue. Elles accompagnent souvent les éruptions volcaniques, et on a ce genre de phénomène qui est arrivé sur le Pinatubo, Montserrat ou le Merapi en 2010. Il y a de nombreux volcans où ça arrive encore. Maintenant, passons au futur. Et le premier point qu'il faut admettre et qu'il faut accepter, c'est qu'on ne peut pas éviter une éruption volcanique. Au mieux, on va pouvoir la prédire, la prévoir, pour en diminuer les risques. Et c'est le point essentiel. Mais on ne peut rien faire d'une éruption qui va venir. Et j'ai pris l'exemple de Naples. Pourquoi Naples? Parce que Naples est située dans une zone où finalement elle souffre de 2 risques volcaniques importants. À l'ouest, vous avez les champs félégréens. C'est un simple champ géothermal qui se trouve dans la ville. On a des fumerolles, une activité hydrothermale en surface, et celle-ci provient des échanges hydrothermaux qui se trouvent à quelques kilomètres de profondeur, par l'apport d'un magma chaud en profondeur qui libère cette énergie, et puis des infiltrations d'eau de surface ou d'eau de mer. Donc on observe des déformations importantes qui dépassent le mètre, voire 2 mètres en quelques mois, et ça joue le yo-yo finalement dans ces déformations, et on ne sait pas actuellement comment évoluera cette activité qui est récurrente sur cette partie ouest de l'agglomération. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a le Vésuve qui domine la ville de ses 1281 mètres. Tout le monde se souvient de l'éruption du Vésuve en 1979 qui a détruit Pompéi et Herculanum. Et en bas, vous avez ce graphe qui vous montre que le Vésuve a toujours été actif de façon régulière sur les 600 dernières années. Donc il y aura de toute manière une éruption provoquée par le Vésuve. Et voici le risque que l'on rencontre sur l'agglomération de Naples, où il y a 4 400 000 habitants. Je veux parler aussi de 2 éruptions qui ont eu lieu dans le passé, qui ont été celles très catastrophiques, celle du Krakatau en Indonésie, avec ce qu'on appelle un indice d'explosivité de 6 sur une échelle de 8, et qui a libéré 20 km3 dans l'atmosphère, et celle du Santorin, qu'on connaît bien puisqu'elle a détruit la civilisation minoenne en 1630 avant notre ère, avec un indice cette fois d'explosivité de 7, et 100 millions de mètres cubes éjectés dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce que ça représente? Parce que ce sont des chiffres qu'on dit comme ça, mais on ne se représente pas physiquement ce que ça veut dire. Eh bien simplement, on prend l'agglomération parisienne, voilà. On trace un cylindre qui va d'Orly à Roissy, et on le remplit de 80 mètres de cendres.
c'est l'éruption du Santorin. Et je dirais, pour le Krakatau, finalement, on ne le remplit que de 20 mètres. Maintenant, les dynamismes éruptifs. Il faut comprendre que ces dynamismes éruptifs peuvent évoluer dans le temps, y compris sur un même volcan. Et c'est assez surprenant, mais on prend par exemple cet exemple du Miyake-jima, où les dernières éruptions de 1940, 1962, 1983 étaient assez régulières et se propageaient le long de cette zone de fracture majeure du volcan. Donc on savait a priori que la prochaine, qui avait lieu dans les années 2000, allait se produire sur cette zone. Eh bien, manque de chance. On a eu affaire à la formation d'une caldeira qui s'est formée en moins de 4 minutes, c'est-à-dire un effondrement de la partie sommitale de 300 mètres de profondeur sur un diamètre d'1 kilomètre. Donc il faut comprendre un peu ce genre de choses et surtout être attentif à ces variations du dynamisme éruptif. Mais le deuxième point qui est aussi fondamental, c'est de connaître le temps de récurrence d'une mise en place d'une éruption. Et il faut savoir qu'un réveil peut le réveil d'un volcan peut durer des années, voire des siècles, et une éruption peut être en fait l'aboutissement de longs processus d'augmentation de contraintes qui sont exercés dans un réservoir profond, simplement par cristallisation du magma. C'est-à-dire qu'il y a une différenciation entre le magma lui-même et les gaz qui le surmontent, et que ces gaz vont se propager vers la surface, et libérant un flux thermique. Et le meilleur exemple qu'on a actuellement, c'est celui du volcan Kushi-Irabu, au Japon, qui est au sud de l'île de Kyushu, pour lesquels les collègues japonais avaient installé en 2001 un réseau de mesure du champ total, du champ magnétique total. Et à partir de 2002, ils ont commencé à avoir des fluctuations de ce champ magnétique qui a pris une forme dipolaire, signifiant qu'on avait une source thermique qui se mettait en place sous le volcan. Et ils ont interprété cette source thermique par une intrusion magmatique qui était sous-jacente au volcan, vers 5-6 km de profondeur, et qui est restée en place, en fait, jusqu'en 2014, où l'éruption est arrivée. Donc, vous montrons ainsi que les signaux magnétiques peuvent être terriblement précurseurs, bien en amont d'une éruption volcanique, à ceci près que le volcan doit continuer son activité, sinon ça s'arrêtera, évidemment. L'autre point, c'est qu'un réveil de volcan peut en fait se passer en quelques semaines, voire quelques jours. Et c'est le cas du Piton de la Fournaise. Le Piton de la Fournaise, c'est un volcan basaltique que je pense que beaucoup de gens connaissent. Et on a eu affaire, pour l'éruption de mars 1998, à un dye qui s'est propagé de 7 km de profondeur en moins de 2 jours. En moins de 2 jours, il a percé la surface, traversant le système hydrothermal ici, et libérant cette lave effusive en surface 2 jours après. Donc, et les phénomènes précurseurs à long terme étaient beaucoup moindres. Il n'y a eu que cette sismicité dans les 35 heures qui ont précédé l'éruption elle-même. Donc finalement, on est toujours en ambivalence pour comprendre un volcan, et je crois que pour prévoir, il va falloir comprendre ce qu'est un volcan. Et chaque édifice a son propre caractère et il faut bien le saisir. Et c'est pour ça que j'ai représenté sur la partie gauche un simple complexe magmatique, disons, où on a un réservoir magmatique à entre 6 et 10 km de profondeur, qui est lui-même surmonté d'un conduit qui est plus ou moins colmaté, minéralisé, mais d'où s'échappent quand même les volatiles, les fluides magmatiques qui vont remonter vers la surface. Et si ils rencontrent des nappes aquifères dans une zone située entre 2 et 4 km, globalement, eh bien, ils réchauffent cette eau et il va y avoir une bouilloire. Cette bouilloire n'est pas très grave si simplement la partie sommitale est libre de tout dégagement. C'est-à-dire qu'on va avoir des fumerolles en surface qui vont suivre les accidents tectoniques, les bordures de caldeira, de cratères. Mais si par contre on a eu un colmatage de cette zone superficielle par minéralisation, parce que les gaz sont acides, eh bien dans ce cas-là on forme un chapeau au-dessus qui devient imperméable et cette bouilloire devient une cocotte minute. Et on comprend effectivement que le système devient explosif. Donc si on regarde ça de façon plus globale, en fait, pendant des années, que se passe-t-il ? Les contraintes mécaniques, thermiques, processus hydrodynamiques se développent et affaiblissent la cohésion du volcan. Ils minéralisent aussi tout le système. Et à ce moment-là, on a une apparition des signaux lents et faibles. Et c'est la courbe bleue qui peut durer des années à des mois. Par contre, on mesure de façon très peu évidente, souvent, des variations de température du champ magnétique, du champ électrique, de la chimie des eaux et des gaz, et des déformations que j'ai mis en italique, parce que les déformations sont souvent excessivement faibles, elles sont en dessous du micron. Donc c'est 1 mm par kilomètre, et encore, on cherche des inclinomètres fond de forage qui mesurent le 10-9. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'à mesure qu'on se rapproche d'un seuil de rupture d'équilibre, eh bien, des signaux transitoires apparaissent le long des zones de faiblesse mécanique en haut du volcan. Mais
Ça ne signifie pas qu'on va les voir obligatoirement sur la partie sommitale, mais peut-être sur les parties saines qui sont éloignées de la partie centrale du volcan sur les bordures de caldeira. Et à ce moment-là, on commence à observer une sismicité, une déformation qui devient forte et régulière. Et à partir du moment où les processus de rupture deviennent irréversibles et s'accélèrent, alors on a un ensemble de signaux qui devient cohérent à l'échelle du volcan sur la partie sommitale, et ça devient beaucoup plus facile effectivement de prévoir. Donc la prévision repose sur trois piliers essentiels: une connaissance fine de l'activité historique, une connaissance approfondie de la structure du système volcanique qu'on étudie, et puis naturellement tout un panel de mesures qui représentent des paramètres qu'on va mesurer en temps réel et sur lesquels il va falloir s'appuyer de façon pluridisciplinaire. Et la question est de savoir, dispose-t-on de ces outils pour accomplir ces tâches? Je vais d'abord passer par les données satellitaires. Et en dehors, naturellement, des satellites géostationnaires, les satellites, que font-ils? Eh bien, ils circulent sur une orbite. Ils circulent sur une orbite qui fluctue vers 7 km par seconde. Donc, en fait, elle passe très peu de temps au-dessus d'un volcan et surtout, elle se décale d'une orbite à l'autre, comme le cas, par exemple, pour Déméter, de 2860 km d'une orbite à l'autre à l'équateur. Ce qui fait qu'un satellite donné, s'il est simplement volant au-dessus de la Terre et se décalant spatialement, eh bien, il ne voit une cible donnée pour un diamètre de 500 km que pendant 2 minutes 16 secondes. Donc il faut qu'il ait la chance de percevoir au moment de son passage au-dessus du volcan un signal important émis par le volcan, ce qui n'est pas forcément le cas, et on voit déjà la limite d'utiliser certains satellites. Par contre, les phénomènes suivants peuvent être utilisés par les nombreux satellites dont on dispose, qui sont les panaches volcaniques, parce qu'ils vont se dissiper dans l'atmosphère sur des grandes surfaces, les anomalies thermiques, si elles ont une grande étendue, l'extension des coulées de lave, ça se fait très bien sur l'Etna, les changements liés à la couverture des sols, effectivement, si on a un dessèchement des sols, les déformations du sol, mais ces déformations, en fait, pour l'aspect pré-éruptif, n'est pas encore très opérationnel dans la mesure où la résolution n'est pas suffisante. Et en fait, il existe un cas, celui du satellite Déméter, qui a permis, parce qu'on avait des capteurs dédiés, de détecter des anomalies électromagnétiques dans l'ionosphère liées à une activité volcanique qui allait se produire pour certains volcans, pas pour tous. Et donc, je vais passer en revue 2 cas pour illustrer un peu ce qu'on obtient sur les satellites. Et le premier exemple, ce sont les images Aster, qui est maintenant MODIS, sur le volcan Taal aux Philippines. C'est la partie centrale du volcan, ici, qui est remplie par un cratère et qui est remplie d'eau chaude et acide. Et Aster reconnaît très bien ces anomalies du moment qu'elles ont une extension suffisante, et il est capable aussi de voir les fluctuations temporelles de ces anomalies. Mais par contre, en fait, quand on va dans le détail au sol et qu'on va mesurer en profondeur au fond du lac les anomalies thermiques, on s'aperçoit que ce sont une multitude de petites résurgences locales avec des fortes gradients de température, ce qui n'est pas exprimé par le satellite. Et de façon encore plus cruciale, ici j'ai représenté des petites fissures qui se sont ouvertes après la crise sismique de 2010-2011 sur le Taal, et qui a une intensité très forte puisqu'elle est de 92 degrés comparée aux anomalies qu'on peut voir ici. Donc une extension de cette activité qui se produit depuis 2010 sur le Taal, mais qui n'est pas perçue par les satellites actuellement. Par contre, les satellites peuvent être un élément crucial dans la surveillance de ce qui se passe à très grande échelle. Et je prends l'exemple du Merapi en Indonésie, qui est rentré en éruption le 26 octobre 2010. Et au sol, on mesurait une faible sismicité ici, c'est le début de l'éruption, une faible sismicité qui commence la semaine d'avant, et puis les dégagements de SO2 qui sont représentatifs d'un magma qui monte en surface, eh bien, quasi nul ou très faible ici. Par contre, après le début de l'éruption, on voit 3 pics qui s'étagent dans la semaine qui suit. Et puis finalement, au moment où on a une forte sismicité, c'est-à-dire que le magma pousse et qu'il va y avoir un dôme qui montre dans le conduit, mais avec expulsion de toute la partie supérieure, on a de forts dégagements de SO2. Et c'est là où interviennent les données satellitaires, et c'est des données de Marie Boischu qui me les a prêtées, où on voit effectivement qu'avant l'éruption, le Merapi est là, qu'il ne se passe rien, on ne voit rien dans l'atmosphère. Par contre, à partir du 3 novembre, va commencer à se voir le SO2 qui se propage dans l'atmosphère, qui monte dans l'atmosphère, va vers l'Australie, puis finalement, dans la plus haute atmosphère, va migrer vers l'Afrique de l'Est.
Donc cette fois, les éléments apportés par ces... Aïe, aïe, aïe. Ah, bon, excusez-moi, moi, je lis plus vite. Donc cette fois, le satellite a permis de suivre ce qui se passait dans la haute atmosphère et surtout d'être utile pour le trafic aérien. Maintenant, on va regarder un peu sur les phénomènes pré-éruptifs. Et je me suis rapporté aux données du satellite Déméter, qui était un microsatellite, le premier microsatellite lancé par le CNES en 2004 et dont la durée de vie a été limitée à 6 ans jusqu'en 2010. On mesurait de façon très spécifique un certain nombre de champs, comme la densité et la température, ou le champ électrique et le champ magnétique, et on a observé, au moins pour cette éruption, une dizaine de cas où le satellite passant à l'aplomb du volcan, des anomalies dans l'ionosphère qui étaient électriques et magnétiques dans une certaine bande de fréquence. Bon, je passe très vite là-dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais simplement je trace ce graphe où on voit de façon temporelle, dans le mois qui précède, effectivement des anomalies qui sont là d'origine ionosphérique, et puis qui vont s'accentuer, mais qui n'ont pas la même nature lorsque le SO2 se propage dans la haute atmosphère. Donc il est possible de voir quand même des effets précurseurs, à ceci près qu'il faut des satellites dédiés avec des capteurs qui soient spécifiques à la surveillance volcanique. Donc si on fait un petit bilan de ce que peuvent apporter les données satellitaires, elles permettent d'établir des cartographies régulières, même maintenant inférieures au jour, et avec une résolution spatiale très performante, inférieure au mètre. Et ça nous permet de définir les grandes zones qui sont concernées par l'activité et de contribuer à la diminution des risques en informant sur le trafic aérien, sur l'évacuation des zones à risque, comme les coulées de lave ou les coulées de boue. Donc, un apport fondamental. Mais par contre, les signaux transitoires qui apparaissent dans les semaines avant une éruption et sont de faible extension et erratiques ne sont pas perçus par les satellites actuels et de façon fiable. Et ce qu'il faut pour avoir une surveillance réelle, efficace à partir de satellites, eh bien, il faudra que des flottilles de satellites dédiés surveillent de façon continue chaque cible. Ça ne suffira pas, naturellement, puisqu'il faut ensuite transférer les données en temps réel et avoir des centres d'analyse au sol qui expertisent l'ensemble de ces données. Mais c'est les critères initiaux. Maintenant, je voudrais revenir sur effectivement la complémentarité avec les données sol, qui sont toujours nécessaires en apport, en complémentarité avec les données satellitaires. Et je prends l'exemple du volcan Miyake, qui est donc situé à 200 km au sud de Tokyo, pour laquelle on avait ces éruptions en 40, 80, 62 et 83. Après l'éruption de 1983, il ne s'est rien passé sur l'île, c'est-à-dire pas de déformation, pas de sismicité. Quand je dis pas de déformation, c'est bien inférieur au micro-radian, c'est-à-dire 1 mm sur 1 km. Ce qui s'est passé le 26 juin, eh bien, c'est que brutalement, on a assisté à une activité sismique sous l'île qui a fortement migré dans les jours qui ont suivi vers l'île de Kuzushima, située à 20 km. Et puis, finalement, elle s'est concentrée ici. C'était des séismes tectoniques avec un die qui se propageait comme ça. Et en fait, à partir du 4 juillet, s'est reformée une sismicité sous l'île qui a donné lieu à cet effondrement en surface. Alors, quels sont les paramètres qui ont pu être observés bien avant l'éruption ? Eh bien, encore une fois, on a eu des variations du champ magnétique de forme dipolaire jusqu'à 3 ans avant le début de l'éruption, montrant qu'on avait une source de chaleur, c'est-à-dire un magma qui venait vers la surface et qui interférait avec le système hydrothermal, c'est-à-dire avec les fluides à quelques kilomètres de profondeur, 2 à 4, et pour lesquels on a observé des variations de la résistivité. Je n'ai pas présenté celle qu'on avait avant, mais elle commence 3 mois avant le début de l'éruption et elle s'accentue 10 jours avant le début de la crise sismique. Parallèlement, on a mesuré le champ tellurique naturel de la Terre et on a vu qu'on observait une grande baie en certaines stations, puis des pics transitoires qui devenaient de façon plus accusée à mesure qu'on se rapprochait de l'éruption. En plus, lorsqu'on étudie ce genre de signal, on a observé, en étudiant le bruit de fond de ce champ électrique, c'est qu'on avait une augmentation du bruit de fond du signal électrique qui a débuté au moins un mois avant le début de la crise sismique, et non seulement à Miyake-jima, mais à l'île de Kuzushima, où le dike s'est propagé en fin juin. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que cette éruption qui a eu lieu sur Miyake était riche d'enseignements parce qu'on n'avait pas des données temps réel
et qu'on n'avait pas prévu le scénario éruptif. Et le scénario éruptif est fondamental finalement dans la prévision sismique. C'est relativement facile ou pas trop difficile de voir des signaux anormaux qui se dégagent d'un bruit de fond, mais la signification de ces signaux est fondamentale et jusqu'ici, il n'y a pas assez d'études qui sont faites là-dessus. Et on s'est intéressé au volcan Taal, parce qu'on y travaille depuis un certain nombre d'années, et ce volcan Taal est un des plus actifs aux Philippines. Et quand on regarde l'activité historique, eh bien on constate qu'on a une activité qui se produit assez régulièrement, excepté qu'on a trois périodes de calme de 62 ans, 54 ans et actuellement de 40 ans. Donc qu'est-ce que ça signifie? Comment interpréter ça? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les scénarios éruptifs? Et ce qu'on peut constater, c'est que l'éruption de 1911 a débuté à l'intérieur du cratère de l'île, celle de 65 aussi, mais celle de 77, qui n'a pas été prévue comme les autres, s'est produite sur le flanc sud-ouest. Et pourquoi? Et donc la question majeure, c'est de comprendre pourquoi une éruption peut arriver hors du cratère, et est-ce qu'on peut imaginer qu'on en aura une autre plus tard, et est-on capable de la prévoir? Et c'est ce point-là que je voudrais souligner dans la fin de cet exposé, en coupant beaucoup de parties et en vous rappelant qu'effectivement, on a vu depuis 2010 une activité de surface apparaître sur de petites fissures sur la partie éloignée du centre du volcan, et que finalement, ce qu'on peut dire, c'est que pendant les grandes périodes d'activité de 1572 à 1645, 1749, 1911, l'ensemble des éruptions a eu lieu à partir du cratère avec un centre volcanique, un centre émissif qui était situé ici. Ça veut bien dire que la source magmatique est restée stable pendant 600 ans et qui n'a pas évolué sur les parties extérieures comme sous le mont Tabarot à l'aplomb. Donc par conséquent, ce qu'on peut imaginer, c'est que toutes ces fissures qui sont autour du volcan, elles émanent de la même source d'émissivité des éruptions. Et quand on trace des lignes tout simplement orthogonales par rapport aux fissures majeures, on retrouve exactement ce centre éruptif à l'intérieur du cratère. Ça veut bien dire qu'il est stable au cours des siècles. Alors si on va maintenant au-delà, eh bien on peut regarder l'activité historique. Et l'activité historique montre qu'effectivement, on a des centres éruptifs qui n'ont pas été datés parce que trop anciens, mais ceux-ci s'échelonnent sur un cercle. Et ce cercle, il n'est pas anodin, il a pour centre le centre du cratère. Maintenant, si on arrive à l'activité historique, eh bien, on repère effectivement les deux grandes périodes pour lesquelles on a eu des centres éruptifs à l'intérieur du cratère, que cette activité s'est estompée à un moment donné et qu'on est rentré dans une grande phase de repos du volcan, 62 ans pour la première. Et si on regarde ce qui se passe après cette phase de repos de 62 ans, eh bien, les centres éruptifs se trouvent éloignés du centre du volcan, mais situés sur un même cercle. Et si on regarde, après l'éruption de 1911, on a 54 ans de repos, eh bien, l'éruption du mont Tabarot, elle se situe aussi à l'extérieur du cratère. Alors, quand on commence à imaginer ça, on peut effectivement aller beaucoup plus loin et regarder ce qui se passe depuis la fin de l'éruption de 1977. Eh bien, toutes les crises sismiques qui ont été accompagnées par l'ouverture de fissures se sont étagées de façon sur des fissures concentriques ou se situaient sur des anciens cercles où on a repéré des éruptions anciennes. Et outre ça, l'activité de 2010-2017 maintenant, qui perdure et qui s'intensifie, eh bien, se situe à exacte distance du centre que celle du mont Tabarot. Simplement ce schéma pour dire qu'effectivement les scénarios éruptifs sont fondamentaux et qu'il faut les reprendre continuellement sur un volcan. Il ne faut pas avoir un esprit, je dirais, monolithique pour dire effectivement on a une augmentation des contraintes sous un volcan, on va avoir une éruption sur un cratère. Non, ça peut se produire ailleurs et ça peut changer d'une éruption à l'autre. Donc je vais conclure avec cette dernière diapositive en disant que la prévision des éruptions volcaniques est accessible. Elle est naturellement nécessaire, puisqu'on a tellement d'habitants qui vivent sur ces volcans ou autour. Les réseaux multiparamétriques déployés au sol et la surveillance satellitaire sont deux requis complémentaires. La surveillance au sol permet d'étudier les processus lents de faible amplitude, de détecter les signaux de faible extension spatiale, ce qu'on ne peut pas faire actuellement par des satellites qui sont en ce moment opérationnels, et on a une détection plus assurée des signaux transitoires. Par contre, la surveillance satellitaire va nous permettre d'avoir une idée globale de ce qui se passe dans l'atmosphère et surtout d'avoir une information alors que les stations au sol sont devenues inopérantes.
Et il y aura de nets progrès lorsque des flottilles de satellites dédiés seront envoyées autour de la Terre. Ces 2 points n'excluent pas les 2 points suivants, qui sont que pour une prévision efficace, les données doivent être reçues, analysées et intercorrélées en temps réel. Ça semble être une banalité, mais ça n'est pas forcément le cas. Et analysées en temps réel par des équipes expertes multidisciplinaires. Et la structure des volcans et les scénarios éruptifs doivent être régulièrement réévalués pour une meilleure mitigation des risques et une protection adaptée des populations et des biens. C'est ce qu'on a vu sur le Miyake et donc le TAL. Je vous remercie. Bien, on peut passer à plusieurs questions. Oui, Pierre Senaille. Oui, vous avez parlé des signaux magnétiques et électriques comme pré-éruptifs. Qu'en est-il Est-ce que ça a un sens de parler de signaux chimiques? Est-ce qu'il y a, par exemple, une évaluation, un suivi qui est assez facile à faire du dioxyde de soufre au fil du temps? Est-ce que des variations peuvent être intéressantes sous l'angle de la prévision? Oui, naturellement. La géochimie va apporter des informations assez... Parlez dans le micro. Oui, pardon. La géochimie va être fondamentale. À ceci près que sur les phénomènes transitoires qui ont lieu bien longtemps avant, la géochimie ne donne pas forcément cette information. On l'a vu, nous, sur le TAL, où on a des signaux électriques ou magnétiques transitoires qui apparaissent bien avant le SO2 ou le CO2 qui se propage. Parce qu'on a souvent des colmatages à la partie superficielle et ça ne transperce pas. Par contre, sur des systèmes ouverts, l'ETNA, oui. J'avais une question. Oui. Est-ce qu'actuellement, on essaye de faire à la fois du calcul et de l'assimilation de données? Est-ce qu'on est capable maintenant de modéliser et d'utiliser le calcul à grande échelle pour essayer d'estimer ce qui se passe? Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le faire? À grande échelle, pour un volcan donné, disons, oui. On peut le faire sur la partie magnétique, électrique, gravimétrique. Sur les déformations, oui, mais elles n'apparaissent que très tardivement parce que la résolution qui est nécessaire pour voir ces signaux précurseurs à long terme, c'est quand même inférieur au micro-radian. Ce qu'on voit sur INSAR, évidemment, c'est des franges qu'on rêve d'obtenir dans d'autres données, mais ça se passe après. D'autres questions? Oui, là-bas. Donc un micro pour là-bas. Présentez-vous. Bonjour, donc je suis ingénieur diplômé de l'École nationale des sciences géographiques, ENSG géométrique. Je viens sur mon temps personnel, donc je ne vais pas me présenter plus. Donc, Monsieur Slotnicki, dans votre plaquette, vous mettez l'accent sur les réseaux au sol. Donc, à un moment donné, il faut faire le lien entre l'observation distante et l'observation au sol. Et puis, à côté de ça, est-ce qu'il y a des projets de dirigeables stationnaires qu'on pourrait placer à une altitude intermédiaire entre le sol et le satellite? Oui. Merci. Oui, je vous remercie de cette question. Effectivement, l'objectif, c'est de corréler ce qu'on voit à partir de satellites avec des données sol. Et encore une fois, il faut voir que les satellites dont on a disposé jusqu'ici ne passent au-dessus des cibles que quelques petites minutes par orbite au mieux. Les données sol sont continues. Et les données sol, c'est beaucoup plus difficile de les maintenir en fonctionnement. Cependant, sur le satellite Déméter, on a cet exemple du Merapi qui est assez probant, où on a une corrélation entre ce qu'on a vu dans l'atmosphère, les mesures sol et l'ionosphère. Mais c'est des choses qu'il faudra développer avec des flottilles de satellites. C'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment développer cette affaire-là. Le deuxième volet sur les dirigeables stationnaires, j'imagine mal au-dessus d'un volcan, qui est chaud, qui est perturbé, qui est venté. Par contre, on en parlait à midi, je pense qu'envoyer des drones qui maintenant ont une parfaite résolution de quelques petits centimètres pour la reconnaissance de failles, pour l'évolution de failles, pour des zones anormalement chaudes, oui, on peut le faire et simplement réitérer ces mesures toutes les semaines, tous les 15 jours, et on verra ces évolutions parce que souvent, le plus souvent, un volcan ne va pas rentrer en éruption du jour au lendemain. Enfin, on espère. Une question là-bas, oui. monsieur.
Allez-y. Édouard Bassineau, ingénieur retraité. Pendant combien de temps les 100 millions, je crois, de mètres cubes, mais ça n'est Oui. qu'un exemple, je Oui, pense oui, parmi oui, d'autres, oui. Éjectés dans l'atmosphère et probablement jusque dans la très haute atmosphère, peuvent-ils avoir une influence locale ou plus étendue sur le climat? Oui, le climat, je crois, pour le Santorin, a été modifié pendant des mois, voire des années. Parce qu'on a un panache qui couvre la haute atmosphère et les rayons du soleil n'arrivent pas sur la Terre pendant un certain temps. Donc il faut attendre qu'il y ait une dissipation suffisante pour revenir à l'état d'équilibre. Mais effectivement, ça a une influence. Eh Oui. bien, on va s'arrêter là et on passe à l'orateur suivant. Merci beaucoup.